tous qui ne m'entendaient pas, ou qui ne me voyaient pas, plus exactement. Donc, alors, j'ai appelé ça mathématiques du hasard et de l'évolution. J'aurais pu aussi appeler ça mathématiques du hasard et Darwin, ou mathématiques du hasard et de l'évolution. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer en remontant du reste à partir des idées de Darwin, comment on s'est posé ces problématiques donc sur l'évolution des populations, le lien avec l'écologie, c'est-à-dire toutes les interactions entre systèmes vivants, et comment donc à partir de Darwin on a pu échafauder des théories, et en quoi ces théories qui ont été d'abord posées par Darwin et ses co-auteurs, puisqu'il y avait des gens autour de lui qui avançaient aussi dans ces directions-là, pourquoi elles sont fondamentalement liées à une vision probabiliste. Donc je vais redémarrer mon propos au début du XVIIe siècle, donc en 1604, pour voir un peu où on en est et comment comparer en fait l'évolution de la vision scientifique, donc de la théorie en biologie et en physique. Donc en 1604, Galilée a déjà compris les lois de la chute des corps, et donc il y a déjà des développements mathématiques assez importants en direction de la physique. Alors, je vous ai trouvé, enfin plus exactement grâce à Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, je vais vous présenter des pages de livres qui datent de 1605, donc à peu près équivalent. Et vous voyez le type de connaissances qu'on a donc de la biologie à cette époque. Donc vous avez voilà, un arbre avec des feuilles, les feuilles tombent, se transforment en poisson quand c'est dans l'eau, ou en oiseau quand c'est sur terre, et vous avez même une espèce de cycle qui va des poissons aux feuilles. Ou alors, ce que j'aime aussi beaucoup comme exemple, c'est celui-ci. Donc celui-ci, il représente une plante qui pousse sur les côtes d'Atlantique, telles les côtes du Portugal. C'est assez connu au Portugal, donc ça s'appelle un bernacle, une plante bernacle. Et vous voyez que la forme de cette plante ici ressemble pas mal au bec de l'oie. Donc en fait la théorie c'est que vous avez des arbres à bernacle et qui fabriquent, je ne sais pas si vous le voyez ici, des petites oies qui tombent, donc vous avez plusieurs représentations. Donc c'est exactement à l'époque où comme je vous l'ai dit, Galilée écrit déjà des grands principes mathématiques pour la physique. Donc en biologie, début du XVIIe siècle, on a uniquement une association morphologique. Et même encore maintenant, cet arbre s'appelle bernacle ou bernache et l'oie aussi. Donc on a gardé cette terminologie. Voilà, deux visions modernes, enfin des photos récentes de ces bestioles. Donc il faut attendre beaucoup plus tard pour voir un peu une première évolution des idées. Et j'aime bien en fait commencer cette approche en parlant de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Donc qui a une vie intéressante, donc qui fait partie de ces scientifiques qui étaient à la fois mathématiciens, biologistes, astronomes, grands voyageurs. Et en fait, on peut dire que c'est lui qui est précurseur de la génétique moderne. Il est très connu pour ses travaux en physique et en particulier le principe de moindre action, qui a permis de développer beaucoup de théories, mais en génétique aussi, il a des idées, comme vous allez le voir par ce texte. Alors, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, il est fils d'un corsaire malouin qui a été anobli par Louis XIV, donc sa carrière est tracée dans l'armée et il choisit les mathématiques. Donc j'aime bien parler de ça à l'école polytechnique. Et donc vous voyez, il essaye de comprendre. Alors c'est assez intéressant et on verra là-dessus quand on parlera de la Lune. Il essaye de comprendre la diversité, les variétés des espèces. En fait, il s'intéresse uniquement à deux exemples et surtout à un exemple, c'est en fait un noir albinos qui est présenté, je crois, en cage à la cour comme un événement exceptionnel, et il se pose des questions sur l'apparition de cette mutation de couleur. Et en fait, vous voyez, il écrit ce texte que je trouve très beau, en particulier pour les probabilistes. La nature contient le fond de toutes ces variétés, donc il parle de toutes des espèces qui peuvent exister, mais le hasard ou l'art les mettent en œuvre. Nous voyons paraître des races de chiens, de pigeons de serein qui n'étaient point auparavant dans la nature. Ce nom était d'abord que des individus fortuits,
Et l'art donc, ou le hasard, et les générations répétées en ont fait des espèces. Donc c'est la première fois qu'on voit dans la littérature scientifique l'idée d'apparition de variabilité individuelle, c'est-à-dire il y a un individu qui amène de la variété et qui va se reproduire et créer sa sous-population et générer ainsi une nouvelle espèce, hein, en se reproduisant au cours du temps. Donc ça, c'est une idée fondamentale, et il n'est pas si loin, hein, il est mort 100 ans avant le livre fameux de Darwin, Origine des espèces, mais il n'est pas si loin de la sélection naturelle, parce qu'il fait aussi de la sociologie et autres, et il se pose le problème de sélection artificielle, et je pense que vraiment, c'est bête, quoi, parce qu'il aurait pu, 100 ans avant Darwin, développer à fond ses idées. Donc ça, c'est la première étape, donc à garder en tête, parce que c'est ce qui va nous porter en fait tout au long de cet exposé, hein, c'est cette apparition par un individu d'une mutation, et c'est l'individu qui porte la mutation qui va se développer et de temps en temps va être capable de créer une espèce nouvelle, hein. Donc pour Maupertuis, on a une multitude d'espèces qui se créent ainsi. Alors après Maupertuis, il y a Lamarck. Et Lamarck, lui, au début, il a une vision très linéaire du monde avec, vous voyez, une hiérarchie que je trouve aussi assez intéressante. Donc une hiérarchie du non-être à l'être suprême, en passant par le monde qu'on peut qualifier d'invisible, qui va des minéraux aux femmes. Et puis après, il y a le monde plus noble, qui va donc des hommes aux anges, pour atterrir finalement à Dieu, hein. Donc vous avez une image vraiment linéaire, qui peu à peu va évoluer vers une image, donc on appelait à cette époque-là l'arbre buissonnant, et qui va être l'ancêtre de ce dont je vais vous parler après, à savoir les processus de branchement ou même du coalescent, hein. Donc des essais, des apparitions d'espèces qui vont vivre plus ou moins longtemps. Alors Lamarck, il est aussi, du reste, il redevient assez à la mode, il croit à la transmission des caractères acquis au cours de la vie d'un individu, hein, ce qui n'est pas l'idée de Darwin. Et donc cette idée avait été assez oubliée, et elle redevient en fait assez actuelle en ce moment en biologie. Mais donc vous voyez, il y a pas mal de caricatures de la pensée de Lamarck avec ces pauvres girafes qui se trouvent dans un monde où les arbres sont très hauts et qui, pour manger, sont obligées de tendre le cou, et au cours de leur vie, elles finissent par... par atteindre les feuilles. Donc ça, c'est des idées, vous voyez, qui commencent à essayer de prendre en compte l'évolution des espèces. Et donc Lamarck, quand il en est là quand même, pense à l'évolution des individus, hein. Mais vous voyez qu'on est loin des idées de Maupertuis qui sont très clairement plus modernes. Alors, il pense aussi, donc, comme je l'ai dit précédemment, hein, que les espèces sont constantes et bien définies, mais à la fin de sa vie, il a réalisé donc, ses erreurs, hein, à la vue de plein d'observations. Donc, évidemment, je ne vais pas vous raconter toute l'œuvre de Lamarck, qui est un grand biologiste, hein, qui a donné ses lettres de noblesse à la biologie moderne, et son nom, du reste. Mais... peu à peu, il se rend compte qu'en fait, on ne peut pas comme ça séparer les espèces, et que ce qui est important, c'est de revenir à l'individu. D'accord ? Et le troisième donc, grand nom que je vais vous citer, c'est Darwin. Hein, Darwin, que rien a priori ne prédispose à faire de la biologie. Il est fils d'un médecin assez connu, et il doit être médecin, mais il va à Cambridge, et les études ne lui plaisent pas du tout. Donc après... quelques essais aussi en théologie, il décide finalement de s'embarquer sur le Beagle, qui est ce bateau, pour faire un tour du monde et pour étudier diverses espèces. Donc vous avez, il se balade avec un certain nombre d'études assez précises, en particulier au Galapagos, sur la côte chilienne, etc. Et en fait, donc, je vais revenir sur ce livre, L'origine des espèces, donc, qui sort en 1859. Ce livre, qui se lit du reste comme vraiment extrêmement agréablement, construit toute une nouvelle, donc la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle, à partir de multitudes d'exemples. On sent qu'il a assez peur d'amener cette nouvelle théorie, et qu'il essaye de la justifier le plus possible. Et donc son livre, en fait, il fait passer de cette vision des espèces, hein, c'est-à-dire une vision... d'espèces figées et constantes, à cette vision, donc ça c'est ce qu'on a l'habitude
d'appeler les pinsons de Darwin, et on viendra là-dessus dans les derniers transparents. Cette vision, vous voyez, elle représente ici l'idée d'un ancêtre commun dans le passé de ces oiseaux, et en fait, cet ancêtre commun a permis l'apparition de différentes sous-espèces qui sont pas très loin les unes des autres, mais néanmoins, on n'a plus d'interaction entre ces espèces. Vous voyez, par exemple, vous pouvez vous fixer sur la taille des becs ici. Ces oiseaux-là ne vont plus utiliser les mêmes ressources, donc vont être considérés comme des sous-populations disjointes. Alors, donc c'est cette idée de sélection naturelle qui fait qu'on va avoir une vision très différente des populations, et l'idée de se dire que toutes les espèces ont évolué à partir en fait de très peu d'ancêtres. Donc toutes les polémiques qui ont pu le déranger pendant sa vie, en particulier l'idée que l'homme faisait partie de ces espèces, il pouvait descendre d'un singe, a beaucoup choqué, mais néanmoins Darwin est enterré à Westminster, alors que Galilée, dont j'étais partie, a failli quand même brûler vif s'il ne s'était pas renié lui-même. Alors, vous voyez, je vous ai mis deux images là, c'est pour que vous compreniez bien ce problème. Si on pense en termes d'ancêtres, si on est naïf, on peut se dire on a 2 parents, on a 4 grands-parents. Donc si on remonte par exemple sur 50 générations, on arrive à peu près à l'époque de Charlemagne, en l'an 800. Et avec ce petit calcul, on aurait 2 puissance 50 ancêtres, ce qui fait 1 million de milliards d'ancêtres, et on sait bien que la Terre ne comportait pas ce nombre d'individus-là en l'an 800. Donc c'est pas la bonne vision. Et la bonne vision, alors c'est celle-là, et donc je reviendrai sur l'explication de cette simulation plus tard. Mais vous voyez qu'au départ, vous avez des couleurs qui correspondent à des individus différents, qui vivent tous à un certain instant, qu'on va considérer comme l'instant initial. Mais l'environnement est tel que certains individus vont mieux se développer d'autres. C'est-à-dire que leurs paramètres, leur probabilité de survie ou leur chance de se reproduire vont être telles que certaines sous-populations vont mieux se développer. Vous voyez que pendant toute cette période ici, c'est la population rouge qui est très adaptée au milieu et qui va se développer. Mais vous voyez qu'ensuite, il y a un changement peut-être, donc là c'est un changement vraiment lié à l'aléatoire de cette observation, mais vous pouvez imaginer un changement environnemental par exemple, et vous aviez cette sous-population qui vivotait jusque-là, celle des bleus, qui devient très adaptée et qui tout d'un coup va se développer beaucoup. Donc le temps va de gauche à droite, et ici on voit donc les individus qui portent le type de la population bleue, qui vont envahir puis se fixer complètement dans la population, c'est-à-dire qu'à la fin, vous n'avez plus que des individus de type bleu. Donc tous les individus de mon échantillon ici, à cet instant-là, sont en fait issus d'un seul ancêtre. Et il y a eu une sélection de ce type bleu parmi tous les types, vous voyez, que vous aviez au départ. Donc c'est cette idée-là que Darwin essaye d'expliquer. Alors une autre manière de l'expliquer, et là j'ai repris des transparents de Pierre-Henri Gouillon que j'aimais beaucoup. Donc une autre manière d'expliquer la sélection naturelle, donc vous avez des dinosaures qui paissent tranquillement, et arrive un vilain tyrannosaure qui évidemment est très affamé et qui va se précipiter sur les dinosaures. Et vous en avez 2 là qui se ressemblent beaucoup, et celui-ci dit à son compère pourquoi tu cours aussi vite, de toute façon il va plus vite que nous. Donc il va nous attraper, et l'autre de lui répondre non, mon intérêt c'est de courir plus vite que toi. Donc en fait vous voyez que les prédateurs ici, les grands prédateurs en fait vont se nourrir des individus les moins rapides, et les plus rapides on peut imaginer qu'ils sont associés à des critères, des paramètres génétiques qui leur permettent d'être plus rapides, qui permettent d'avoir des plus longues pattes par exemple, et donc ces plus rapides qui ont échappé aux prédateurs vont se reproduire entre eux et créer des gens qui ont aussi des pattes, des longues pattes. Donc ça, et de proche en proche, on peut imaginer que la population, au cours du temps, se transforme en une population où ces bestioles ont des pattes de plus en plus longues. Bon, dommage, ils se sont pris une météorite sur la tête, mais voilà. Alors, donc, je vous donne les idées. Maintenant, on va essayer de voir comment se sont développés les modèles mathématiques à partir de ces idées.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre de Darwin, L'origine des espèces, il se lit vraiment presque comme un Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'à partir d'observations, mais vraiment, où à l'époque, hein, c'était pas le microscope, on n'avait pas du tout la connaissance de la génétique, donc c'était vraiment de l'observation visuelle. Au fil de son voyage, il construit un raisonnement logique, par assertion logique, et par assertion successive. Et cette théorie-là, il la fabrique avant même enfin, il ne peut pas la vérifier, je veux dire, hein, dans un certain sens. Donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'il est très proche d'un mathématicien. Et à la fin de sa vie, il écrit à sa petite fille. Et donc, j'ai pas mis la phrase précédente où il dit qu'il était vraiment nul en maths à Cambridge, mais où il dit qu'il regrette vraiment de ne pas s'être arrêté à comprendre ces principes du raisonnement mathématique qui auraient pu l'aider à construire peut-être un peu plus rapidement son raisonnement logique. Son raisonnement. Alors, dans le livre de Darwin, il y a un unique dessin, c'est celui-là, où vous voyez, il représente, en fait, ces lettres-là désignent des espèces qui existent à ce temps-là qui est son temps initial. Le temps ici va vers le haut et chaque ligne représente une unité de temps. Alors, c'est des unités de temps qui décrivent des apparitions, des diversifications d'espèces. Et vous voyez que ici, vous avez par exemple pour cette espèce A, un arbre, comme disait Lamarck, un arbre buissonnant d'espèces qui font des tentatives de survie, mais qui, pour celles qui sont au milieu, ne sont pas assez adaptées, sans doute avant l'environnement, et qui vont s'éteindre dans l'échelle de temps, qu'on peut appeler l'échelle de temps de l'évolution, qui est ici. Et vous avez juste deux espèces qui apparaissent ici. Hein, donc vous avez cette diversification qui se crée, avec des espèces qui sont distantes, hein, si on imagine que l'axe des abscisses décrit des paramètres génétiques qui caractérisent l'espèce, donc qui sont suffisamment distantes, par exemple, pour ne pas rentrer en compétition l'une avec l'autre et se permettre l'une à l'autre de coexister. Donc vous voyez, vous avez certaines espèces qui ici continuent à vivre sans se diversifier, et puis à partir de l'espèce A, vous avez tout un arbre de diversification qui se crée pour arriver à toutes ces espèces là-haut, hein, et même chose pour les espèces issues en particulier de I. Hein. Donc en fait, vous n'avez que deux ancêtres communs qui créent des grands arbres, plus quelques espèces qui ont perduré tout le temps. Et donc c'est ce dessin-là qu'on va essayer d'une certaine manière de comprendre mathématiquement, et vous verrez à la fin une simulation où, avec un modèle déjà assez riche, on arrive à comprendre ces phénomènes de diversification que Darwin intuitait complètement théoriquement. Alors ce dessin-là, il a donné ce qu'on appelle les arbres de phylogénie. Donc je vous expliquerai un peu maintenant comment on fait pour construire des arbres de phylogénie. Hein, donc c'est-à-dire des arbres qui retracent, donc c'est de l'histoire on peut dire, hein, l'origine de différentes espèces. Hein, donc ça c'est des planches anciennes. Et là je vous ai mis une phylogénie construite actuellement justement des dinosaures. Hein, donc on est dans une échelle de précision énorme. Donc ces arbres-là sont construits à partir... vont être construits à partir de raisonnements tels que je vais vous présenter à la fin de l'exposé. Alors, le premier qui se penche d'un point de vue mathématique sur les travaux de Darwin, c'est Galton, qui est son cousin, de 20 ans plus jeune, et qui lui aussi est un grand aventurier qui voyage de par le monde. Et la théorie de son grand cousin l'intéresse tant qu'il s'arrête de voyager et il se met dans les mathématiques. Et il est très obsédé par cette idée d'individu, hein, un individu qui mute et qui va amener de la variation dans la population, comme je vous l'avais déjà dit à propos des idées de Maupertuis. Et donc, ce qu'il essaye de décrire déjà, c'est comment on peut la modélisation d'une population issue d'un individu et qui va se reproduire de manière aléatoire. Donc, en fait, on fait dans ce modèle-là, qu'on appelle, il y a aussi un autre Watson qui a travaillé sur ce problème, donc on l'appelle traditionnellement le processus de Galton-Watson ou de Bien-Aimé Galton-Watson, car en fait Bien-Aimé, 100 ans avant, Bien-Aimé est un probabiliste français, Bien-Aimé avait déjà introduit ce processus 100 ans avant. Et donc on suppose que à chaque... donc ici vous avez le temps, alors là le temps va de haut en bas, et à chaque unité de temps, les individus qu'on considère meurent et laissent place donc à un nombre aléatoire de descendants.
Et ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'évolution, enfin la dynamique de la taille de population au cours du temps. Donc ici, le temps est un nombre discret petit n, un nombre entier petit n. Et on suppose que chaque individu a une loi de reproduction, c'est-à-dire qu'il peut avoir un nombre aléatoire d'enfants, mais qui est géré par une certaine probabilité, une certaine loi, et que cette loi de reproduction est identique pour tous les individus, et que le nombre d'enfants de chaque individu d'une même génération, enfin les nombres d'enfants sont des variables aléatoires indépendantes. Donc on suppose que on appelle P indice K la probabilité pour chaque individu d'avoir K enfants. Donc les nombres PK sont des nombres compris entre 0 et 1 et dont la somme vaut 1. Donc je vais prendre comme exemple en fait un exemple où on peut avoir au plus 5 enfants. Donc le nombre d'enfants, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc j'aurai une probabilité soit d'avoir 0 descendant ou 1 descendant ou jusqu'à 5 descendants. Donc les questions sont que vous voyez qu'à chaque instant discret, vos individus meurent et vous avez une loi de reproduction donc, qui va à chaque fois vous donner un certain nombre de descendants. Donc j'appelle x grand n le nombre d'individus au temps n. Et les questions qu'on se pose déjà, c'est comment évolue la taille de la population xn quand le nombre de générations n devient très grand. Donc les problèmes d'extinction ou de persistance de la population. Alors pour ce faire, l'astuce est d'introduire ce qu'on appelle la fonction génératrice de la loi de reproduction, qui n'est rien d'autre qu'un polynôme, et qui est construit, vous voyez, à partir des probabilités d'avoir 0, 1, 2 ou etc. 5 enfants. Alors on peut remarquer donc le coefficient de x puissance k, c'est la probabilité d'avoir k enfants. Donc vous voyez que si vous faites x égale 1, vous avez P de 1 qui vaut P0 plus P1 plus P2, etc. plus P5. Donc ça vaut 1 puisque on a vu que, puisque les PK forment une probabilité. De même, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que si je regarde P de 0, c'est juste P indice 0. Et donc c'est la probabilité d'avoir 0 enfants à la génération suivante. On peut aussi remarquer que si on cherche à calculer le nombre moyen d'enfants, que j'appelle petit m, il vaut 0 fois P0, plus 1 fois P1, plus 2 fois P2, etc., plus 5 fois P5, par définition d'une moyenne. Et on remarque que ça, c'est la dérivée au point 1 de ce polynôme grand P. Donc grâce à ces remarques, on va pouvoir montrer des comportements différents de la population xn quand n tend vers l'infini en fonction de cette variable, de ce nombre moyen d'enfants petit m. Donc pour ce faire, je vais utiliser la récurrence qu'on a dans la construction de la population et je vais appeler Pn le polynôme qui est construit comme P. Et vous voyez que donc il va être aussi de degré 5 ou inférieur ou égal à 5. Et le coefficient de x puissance k ici va être la probabilité d'avoir k descendants à la génération n si on part d'un seul individu à la génération 0. Et ce qu'on peut montrer, donc il y a un petit raisonnement de récurrence qui vous permet de montrer que Pn de x, c'est P pris en Pn-1 de x, un P rond Pn-1 de x. Donc, si on a ça, il est très simple d'avoir ainsi une formule de récurrence pour la probabilité d'extinction à la génération n, que je vais appeler Qn. En effet, on a remarqué que cette probabilité d'extinction, c'est la valeur du polynôme, donc ici de Pn, en 0. Et donc, grâce à ma formule de récurrence, j'ai Pn de 0 qui vaut P de Pn-1 de 0. Donc, vous avez pour Qn une formule de récurrence qui est Qn égale P de Qn-1. Donc ça, c'est une suite définie par récurrence. Vous avez tous vu ça jadis. Et on peut étudier le comportement asymptotique de cette suite-là en fonction donc du polynôme grand P. Donc si on regarde, si on cherche, nous, la probabilité que la population s'éteigne en temps long, ça va être la limite de ces quantités Qn quand n tend vers l'infini. Et si elle existe, elle sera solution de cette équation Q égale P de Q, c'est-à-dire Q sera un point fixe pour polynôme P. Alors en fait, j'ai juste fait un dessin, ce qui n'est pas une preuve, mais ce qui vous en donne l'idée. Donc j'ai fait 3 représentations du polynôme P.
Donc, première remarque, P de 0. Alors, je vous rappelle que c'est la probabilité petit p indice 0 d'avoir 0 descendant, hein, qui est supposé strictement positif. Et P de 1, c'est toujours 1. Et on peut montrer, donc c'est facile de montrer que ce polynôme est convexe et lié au fait qu'il est construit à partir de probabilités. Donc vous avez, excusez-moi, deux cas qu'on appelle, qu'on appelle sous-critique ou critique, qui sont les cas où la pente ici de la tangente à la courbe au point 1 est soit plus petit strictement que 1, soit égal à 1 pour la courbe bleue. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'à cause de la convexité, la forme du polynôme est nécessairement de ce type et ne va pas croiser l'axe des x. Donc le seul point où Q vaut P de Q, c'est le point 1. En revanche, si M est plus grand que 1, qu'on appelle le cas surcritique, on a un schéma qui est du style de celui de la courbe verte, et vous voyez que nécessairement, cette courbe va croiser l'axe des x en un point, et c'est ce point qui va être, dans ce cas-là, la probabilité d'extinction, et qui est donc une valeur, hein, ici c'est 0,25, qui est strictement plus petite que 1. Donc on a montré que dans le cas où M était inférieur ou égal à 1, on avait extinction presque sûre de la population. Hein, donc si le nombre moyen d'enfants est inférieur ou égal à 1. C'est pour ça qu'il y a certains pays européens qui s'inquiètent beaucoup. Et, parce qu'ils savent que leur nombre moyen d'enfants dans la population est plus petit que 1. Et en revanche, si M est strictement plus grand que 1, eh bien on montre qu'il y a persistance avec probabilité positive. Ça ne veut pas dire probabilité 1, hein, ça veut dire avec probabilité positive. On peut avoir extinction quand même. Alors, une remarque, dans le cas où M égale 1, eh bien, c'est pas si évident hein, intuitivement de montrer de penser qu'on a extinction quand même de la population, mais c'est ce qui est le cas presque sûrement. Alors, un exemple d'utilisation de ce modèle. Donc, ce modèle très simple et très simpliste hein, du point de vue des hypothèses biologiques de Galton-Watson, néanmoins, il peut quand même, sa simplicité permet de donner assez facilement des réponses quantitatives. Hein, je vous ai donné un exemple donc, tiré d'un papier de 99 sur l'estimation de l'extinction des baleines noires dans l'Atlantique Nord. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que la probabilité que la population ne s'éteigne pas au temps n, elle est de l'ordre de k fois m puissance n si, à un certain temps initial, k désigne le nombre d'individus qu'on observait, hein, donc au temps 0. Donc ça, c'est dans le cas où le nombre moyen de descendants est strictement plus petit que 1. Donc si on utilise cette propriété-là, bon, il y a eu un recensement des baleines femelles en 94 qui montrait que K était de l'ordre de 150. Hein. C'est très très dur ces estimations et il y a des gens du reste qui travaillent maintenant sur ces études d'abondance et d'estimation d'espèces, d'individus dans des espèces. On a fait une évaluation pour voir que le nombre moyen de petits baleineaux femelles, puisque c'est elles qui transmettent, c'est 0,976, donc plus petit que 1. Et vous voyez que si vous cherchez n tel qu'on est probabilité à l'élection, que la probabilité d'extinction à l'année n soit de 99%, eh bien, on va exactement utiliser cette formule et en déduire donc n sera de l'ordre de 395. Donc ça donne un ordre de grandeur de la vitesse d'extinction de certaines espèces. Alors en revanche, c'était très frustrant pour Galton et Darwin parce que dans ce modèle Darwin et Galton n'avaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune connaissance de la génétique. Et en fait, ils pensaient que si deux individus s'accouplaient pour se reproduire, eh bien, ils transmettaient chacun une partie de leur patrimoine génétique, c'est-à-dire que le descendant hériterait récupérerait la moyenne du patrimoine génétique de chacun des parents. Donc vous voyez que dans ce contexte-là, si vous avez un mutant, eh bien, si le mutant est porté par exemple par le père, il va être transmis pour moitié, je mets ça entre guillemets, hein, donc on est encore dans l'histoire, à son descendant, puis pour un quart à un descendant de la génération d'après, etc. Et à la énième génération,
sous le porteur du mutant, ben, il en reste 2 puissance n. C'est-à-dire que au fil du temps, la diversité semble disparaître. Donc il manque une grande idée à Darwin et Galton. Galton tourne toute sa vie autour de cette conservation de la diversité. Il n'y arrive pas et il faut les idées de Mendel pour arriver à cette conservation de la diversité. Alors Mendel, lui, contrairement à Darwin, il sort d'un milieu très pauvre et il rentre en fait dans les ordres, enfin dans un couvent pour pouvoir poursuivre ses études. Et il a l'idée donc de la génétique, et à savoir que les individus ne sont pas caractérisés par une quantité génétique, mais par 2, hein, et donc par 2 chromosomes. Donc bon, je pense que vous connaissez tous cette histoire des pois jaunes et des pois verts. Et donc, si on s'intéresse à un gène particulier, donc, on aura 2 chromosomes et qui peuvent chacun porter une version soit identique, soit différente sur ce gène, et ce qu'on appelle donc les allèles. Donc, en fait, voilà. Donc, l'idée, c'est que nous, on pense en termes d'apparition d'un mutant, hein. Donc, supposez qu'au début, vous ayez une population qui est monomorphique, c'est-à-dire que tous les individus vont être homozygotes avec un allèle grand A, hein, qui est la manière de traduire une information génétique sur un chromosome. Et donc, chaque chromosome porte la même information. Et on va supposer qu'à un certain moment, il va y avoir un mutant sur un des 2 allèles et que ce mutant va devenir petit a. Pour l'instant, on ne se pose pas la question de comment ça apparaît, mais donc l'idée de Mendel, c'est ça. Et donc la question, c'est comment ensuite, vous voyez que si on a, donc par les règles de Mendel sur lesquelles je ne vais pas revenir, des grands A et qu'à un certain moment, il y a un grand A petit a qui apparaît, eh bien, dans les règles de ségrégation de Mendel, on va pouvoir ensuite avoir 3 génotypes qui seront donc de type grand A, grand A, grand A petit a, grand A petit a et petit a petit a. Et donc la première question donc, qui se posait, c'était comment justifier, à travers donc cette existence de 2 allèles, la conservation de la diversité, donc le maintien de ces 2 allèles dans la population. Alors la première hypothèse que les gens font, c'est une hypothèse de grande population, où là on va quitter l'aspect très aléatoire des choses et la vision individuelle qu'avaient Maupertuis ou Darwin, et faire des raisonnements de grande population où tous les choix de partenaires se font au hasard et tout le monde peut s'accoupler avec tout le monde. Je parle des gamètes ici. Donc dans ce cas-là, c'est assez facile. Donc l'information sur la probabilité de réalisation quand on regarde toutes les gamètes, c'est-à-dire chaque filament de chromosome d'un individu, la probabilité d'obtenir un allèle grand A peut se calculer à partir des probabilités d'avoir pour l'individu un génotype grand A ou grand A petit a. Évidemment, si vous avez un individu qui a un génotype où on a seulement l'allèle petit a, il n'a aucune chance qu'une des allèles soit grand A. Donc c'est facile de voir que la probabilité de grand A, c'est la probabilité d'avoir grand A, sachant que le génotype est grand A multiplié par la probabilité de grand A. Je suis en train de faire la formule de Bayes là. Plus la probabilité d'avoir grand A, sachant qu'on est le génotype grand A petit a, fois la probabilité du génotype grand A petit a. Hein. Ce qui donne de manière immédiate cette formule-là. Et ce qu'on utilise aussi, c'est que la probabilité d'avoir grand A à la génération suivante, eh bien, on regarde ici sur les schémas donc, trouvés par Mendel. Pour avoir grand A, il faut tirer un allèle grand A de chacun des parents. Et on va supposer que ces choix sont indépendants. Et on aura, ça c'est le fait qu'on ait une grande population, la probabilité d'un allèle A au carré. Alors, muni de ces observations-là, en fait, celui qui va faire avancer la théorie, c'est Hardy.
Donc Hardy, qui est très connu comme mathématicien, j'ai envie de dire pur, c'est-à-dire que Hardy se vantait à la fin de sa vie de n'avoir fait que de l'analyse fine et de la théorie des nombres, et surtout d'avoir trouvé Ramanujan. Mais en fait, son premier travail très connu et qui est célèbre pour tous les écologues ou généticiens des populations, c'est ce travail qu'on appelle maintenant la loi de Hardy-Weinberg. Mais donc Wenders, c'est un monsieur qu'on a perdu de vue après, qui travaillait aussi sur ces problèmes-là, et qui résout ce problème de conservation de la diversité. Donc en fait, Hardy réécrit ses formules, et donc les formules qu'on a écrites précédemment, il les regarde de génération en génération. Donc en fait, il introduit Pn, 2Qn et Rn, les probabilités des génotypes, des 3 génotypes différents, donc dont la somme vaut 1. Et ce qu'on a vu juste précédemment, c'est qu'on a un lien entre les probabilités d'apparition donc des génotypes grand A, grand A, grand A petit a et petit a à la génération suivante, en fonction donc de celle de la génération 0. Hein, c'est les formules qu'on vient de voir avant. Et vous voyez que, trivialement, on remarque que si on regarde le Q1 au carré, eh bien c'est le produit de P1R1. Et si je réapplique ça maintenant, et si je regarde ce que vaut P2, donc par mes formules qu'on a vues précédemment, P2 c'est P1 plus Q1 au carré, je développe par la formule du binôme, je remplace Q1 carré parce que j'ai P1 R1, hein, comme je viens de remarquer cette égalité-là, et on remarque finalement que P1 se met en facteur d'une quantité qui vaut 1. Donc vous voyez, ce qu'on a montré, c'est que P2 vaut P1, c'est-à-dire que la probabilité qu'on ait le génotype grand A à la génération 2 est la même qu'à la génération 1. Hein. Et on le montre pour les 3 génotypes, c'est-à-dire qu'on a une conservation de la biodiversité. Donc c'était un premier pas que n'arrivait pas à faire Darwin et Galton, mais vous voyez que là, on n'est pas encore à expliquer la fixation possible d'un mutant et expliquer la sélection naturelle. Alors il faut encore un pas. Et le pas, il va être fait par quelqu'un qui est aussi très connu dans le monde alors là, des statistiques, c'est Fisher, hein, et qui lui aussi s'intéresse donc dans les années 30 aux problèmes de Mendel et de Darwin, et qui introduit donc en fait des paramètres qui vont caractériser en fait les différentes probabilités de survie que peuvent avoir ces génotypes. Hein, dans le modèle de Hardy, tout le monde se reproduisait exactement de la même façon. Et ce que Fisher ajoute, c'est l'idée qu'avant de se reproduire, eh bien, il faut que l'individu ait survécu et que les probabilités de survie pour les 3 génotypes vont être différentes. Hein, pensez aux petits dinosaures qui courent. Ceux qui ont les plus longues pattes, ils auront plus de chances de survivre avant de se reproduire. D'accord ? Donc c'est exactement cette idée-là. Et il introduit donc ce paramètre S avec éventuellement des quantités. Et vous voyez que donc ici, la probabilité de survie de grand A, de grand A petit a et de petit a, si S est positif, vous voyez que si vous pensez que votre petit a est un mutant de grand A, eh bien ce qu'on dit, c'est que les individus qui portent les allèles petit a ou grand A petit a vont avoir plus de chances de survivre, hein, imaginez que ça vous dit que vos pattes sont plus grandes, avoir plus de chances de survie que les individus qui portent les allèles grand A et grand A. Et donc au cours du temps, eh bien, ça va permettre à cette population mutante qui porte l'allèle petit a de se développer mieux et plus vite, hein, et de moins disparaître. Donc on peut faire les calculs que je vais je ne vais pas vous imposer, mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'en rajoutant cette donnée, ce paramètre de sélection petit s, on peut obtenir, suivant les valeurs de alpha et bêta, que dans un comportement limite, soit tous les individus portent l'allèle mutant petit a, on dit que le mutant s'est fixé dans la population, soit ils portent tous le type grand A, ce qui veut dire que le mutant était défavorable et a disparu dans une longue échelle de temps, soit on a une diversité dans la population qui s'est installée. Hein, et on peut expliquer comme ça une apparition de diversité. Alors maintenant, on peut se poser la question d'une modélisation d'une petite population. Car là, je vous rappelle, c'est un modèle en grande population où on n'a parlé que de probabilité, hein, de réalisation. Là, on va revenir sur des raisonnements de type fréquence aléatoire. Et donc le modèle le plus célèbre dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle le modèle de Wright-Fisher, qui est
qui va me permettre d'expliquer cette simulation que je vous ai montrée tout à l'heure. Et où là, on va voir que c'est uniquement le point de vue probabiliste qui va vous expliquer ce schéma-là, ce que les biologistes appellent la dérive génétique, hein, c'est-à-dire l'effet des fluctuations naturelles dues au fait qu'on regarde une petite population qui est donc très soumise aux événements, très soumise au hasard. Alors donc dans ce modèle-là, la taille de la population est constante et c'est un modèle très simple où on suppose que chaque individu a autant de chances d'avoir comme père un des individus de la génération précédente. Donc c'est là encore un modèle discret, hein, comme le modèle de Galton-Watson. Donc là, le temps va de gauche à droite et voilà, une unité de temps, chaque reproduction correspond à une unité de temps. Donc en fait, si on regarde le nombre de descendants d'un individu, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce nombre de descendants vaut petit k, donc ça va être la probabilité que le nombre de descendants vaille k. Ben, vous voyez, on va, donc là je fais un petit raisonnement élémentaire. On va choisir ces k individus, par exemple, dans cette génération ici, hein, par exemple, les deux qui sont là. Donc c'est le nombre de choix possibles de k individus parmi n. Ces individus-là ont une probabilité 1 sur grand n d'avoir un certain individu comme antécédent. Donc on aura 1 sur grand n puissance k et 1 moins 1 sur grand n puissance n moins k. Donc c'est une loi binomiale, donc vous voyez que ça c'est un objet extrêmement simple. Mais ce qu'on peut voir, c'est les effets ici de cette dérive génétique. Alors vous voyez qu'au temps 0, j'ai mis une couleur différente sur chaque individu et on a retracé donc ce squelette des descendances par les traits noirs. Hein, c'est-à-dire qu'ici, ces deux individus descendent de celui-là. Ici, vous avez un individu, etc. Et les couleurs représentent le patrimoine génétique des ancêtres. Et vous voyez que uniquement à cause de l'aléa qui est lié à ces descendances, vous allez avoir la transmission en fait, des couleurs qui se produit ainsi, en fait, qui vous prouve la fixation de ce type bleu dans la population après en fait, très peu de pas de temps. Hein, et c'est ça qu'on voit là avec beaucoup plus d'individus. Alors, ça c'est bien, mais vous voyez là, c'est une toute petite population. Donc on est un peu à l'autre bout de ce qu'on a vu dans le modèle de Hardy. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ici si la taille de la population, là on a fixé grand N, mais si grand N tend vers l'infini? Ben, si grand N tend vers l'infini, je vous rappelle la probabilité que deux individus aient le même paire. Ben, alors si on fixe un paire, ça va être 1 sur n au carré, et comme il y a n paires possibles, ben, n fois 1 sur n au carré, ça fait 1 sur n. Donc a priori, si grand N tend vers l'infini, on a la probabilité que deux individus aient le même parent, elle tend vers 0. Donc ce modèle-là n'a pas de sens à cette échelle de temps, et donc on va regarder des échelles de temps beaucoup plus longues, donc de l'ordre de nt. Et ce qu'on peut montrer, donc vous voyez, donc là c'est mon théorème limite que je montre par des dessins. Ici vous avez une taille n et un temps 1, et là on va regarder peu à peu, on a de plus en plus d'individus, et on regarde le temps augmenter d'autant. Donc si on fait la limite quand n tend vers l'infini de ces objets, vous voyez, j'ai fixé deux individus au départ, et on voit en fait, on est en train de construire la généalogie de ces individus-là. Donc ce qu'on montre, c'est qu'une telle généalogie, qui était juste définie à partir de lois binomiales, hein, comme je l'ai montré, dans la limite, elle nous fabrique un objet comme ça, qui est un objet qui a été en fait introduit très récemment par un probabiliste du nom de Kingman, hein, donc on appelle ça le coalescent de Kingman, et c'est un objet probabiliste qui retrace la généalogie des individus, de mon échantillon d'individus qui est là, dès lors que je suppose que je suis dans un environnement de population de taille infinie. Hein. Donc, alors, c'est aléatoire au sens où ici, ces temps-là sont aléatoires. Ce sont des lois exponentielles qui n'ont pas les mêmes paramètres. Et donc, vous voyez, vous avez une espèce de squelette qui vous dit les liens de parenté entre les individus.
Alors ce coalescent Kingman, ça c'est intéressant parce qu'il a été introduit de manière théorique en 82 et tous les généticiens des populations, enfin beaucoup de généticiens utilisent cet objet mathématique et dont la construction est difficile, hein, mais il est passé très très vite dans les applications et grâce à lui on peut avoir des réponses quantitatives sur un certain nombre d'informations. Alors, ce qui est intéressant maintenant, à partir de cette structure qui vous donne la généalogie des individus, c'est d'introduire des mutations, hein, pour voir ce que vont être les effets de mutation sur l'échantillon qu'on observe. Donc, si vous supposez qu'au cours de l'histoire, vous avez eu des mutations, donc vous voyez ici, il y a une mutation qui décide que le type génétique de cet individu-là est orange. Ensuite, il se trouve que vous avez une autre mutation ici, jaune, hein, qui vous donne un nouveau type. Je vous ai dit que les couleurs c'était une représentation des types génétiques, puis vert et là une bleue. Ben, vous voyez que si vous suivez votre arbre, hein, donc le temps direct descend, hein, le temps qui remonte c'est le temps de l'histoire. Et bien si vous suivez votre arbre, ça va vous donner naturellement des couleurs différentes. Hein. Ici la jaune on la voit plus parce qu'il y a eu une verte après. Ici celui-là il a eu sa mutation bleue et les autres restent de la mutation de l'ancêtre. Donc ce qu'on fait dans la pratique, c'est qu'on étudie maintenant, on a des données d'ADN de plus en plus précises, hein, on arrive presque maintenant à séquencer complètement ce qu'on observe, et donc vous avez des séquences d'ADN ici qui sont différentes par certaines mutations, et vous pouvez, en observant leurs différences, reconstruire comme ça l'histoire en fait des espèces. Et donc, je vais vous parler, en particulier, je voulais vous donner l'exemple de ce travail qui a eu un grand succès, qui est sorti en 2011, où Morlon, Parsons et Plotkin ont reconstruit en fait la généalogie des cétacés à partir de données de séquences d'ADN moléculaires, hein, et en utilisant en fait certaines horloges fossiles pour mettre des dates, pour dater. Et à partir de cette reconstruction donc, de la généalogie des espèces, ils ont pu donc estimer disons les temps de diversification ou d'extinction des sous-espèces et reconstruire l'histoire de la biodiversité. Donc c'est presque de l'histoire. Hein. Voilà. Donc vous voyez, avec certaines espèces qui n'existent presque plus mais qui ont été très importantes à certains temps. Alors, je vais finir en vous disant d'autres des exemples qu'on peut se poser donc, dans ce domaine qu'on appelle l'écoévolution. C'est donc les liens entre l'évolution et l'écologie. Hein, donc, on a des problèmes vraiment très de type écologique, au sens où on doit étudier des problèmes d'évolution, mais sur des réseaux d'interaction de type, par exemple, proies prédateurs, plantes herbivores, autres parasites ou réseaux trophiques. Hein. Est-ce qu'on va garder de la coexistence? Est-ce qu'au fur et à mesure de ces coévolutions d'espèces, on va la perdre, etc. Donc il y a de multiples problèmes dans ces domaines-là. On a des problèmes qui sont liés au caractère spatial. Hein. Typiquement, donc, vos espèces évoluent sur certains habitats qui peuvent être, pour une raison ou une autre, fragmentés. Est-ce que la fragmentation de l'habitat va avoir un impact sur la biodiversité, hein, et sur l'évolution des espèces? Là aussi des choses modernes, donc les problèmes d'impact, de variation de l'environnement donc sur la biodiversité et sur l'évolution des espèces, hein, donc variation de l'environnement, on parle beaucoup de réchauffement climatique en ce moment, donc là aussi ça demande des outils mathématiques sophistiqués. Et il y a d'autres problèmes, par exemple un problème qui obsède les biologistes et pour lesquels il n'y a pas jusqu'alors de réponse, c'est comment la reproduction sexuée se maintient-elle. Il y a moult raisons de la justifier, mais aucune vraiment très satisfaisante. Et je voulais finir par un exemple un peu plus détaillé qui nous ramène au pinson de Darwin, où on a essayé de comprendre comment on pouvait expliquer le mécanisme de diversification des espèces que je vous ai montré pour ces pinsons, pour ces oiseaux. Donc c'est un modèle qu'on appelle individu centré, ou au sens où on va décrire la dynamique de chaque individu. Donc chaque individu, il est caractérisé par des paramètres génétiques. Hein, pour les pinsons, pensez à la taille de son bec.
donc qui peut être quantifié par un réel, et on va supposer qu'on a de l'hérédité, c'est-à-dire qu'a priori le pinson va retransmettre une taille moyenne de bec qui est la sienne dans la reproduction. Hein, mais de temps en temps on peut avoir des mutations, et il y a une petite erreur dans la réplication de l'ADN qui fait que la taille du bec de descendant, elle va être distincte, en tout cas distinguable de celle de l'ancêtre. Hein, et on suppose par ailleurs, donc il y a de l'écologie dans ces modèles-là, c'est-à-dire que les individus sont en compétition, par exemple pour le partage des ressources, hein, et il est clair que des oiseaux qui vont avoir des becs de taille plus proche vont être plus en compétition pour les mêmes graines que des oiseaux qui ont des tailles de bec très différentes et qui ne vont pas donc utiliser les mêmes ressources. Donc quand on intègre ça dans un modèle, on va pouvoir montrer qu'on a d'une part la sélection des types les mieux adaptés aux ressources proposées, et d'autre part la possibilité de diversification des espèces. Donc comme dans ce schéma ici, où on voit que tous les individus ici partent, alors cet axe-là décrit la longueur moyenne du bec, et le temps ici va de gauche vers la droite. Et vous voyez que en fait, dans les paramètres qu'on a donnés, en fait, le 0 est un seuil où, a priori, on maximise le taux de croissance des individus. Et donc, vous voyez que si tous les individus ont la même taille de bec moyenne au départ, eh bien, ils vont d'abord s'adapter, c'est-à-dire que par cette variabilité qu'on a vue sur les mutants possibles et la sélection des mutants les plus adaptés, peu à peu, la population va être composée d'oiseaux qui ont des becs dont la taille va se rapprocher de plus en plus du paramètre optimal. Mais du fait de la compétition entre les espèces, il y a un moment où les espèces sont trop en compétition les unes avec les autres, et où elles vont se diversifier pour survivre. Et donc vous voyez une diversification progressive des espèces ainsi. Donc c'est typiquement vraiment des modèles probabilistes qui vous permettent d'observer ces apparitions de mutants successifs et de comprendre un peu ce qui se passe. Donc en conclusion, je suis rentrée dans quelques détails de modèles mathématiques, en particulier probabilistes, mais le champ des outils mathématiques pour la biologie est énorme, d'autant que ce sont des problèmes qui sont très multi-échelles. Échelle de temps, échelle de taille, j'ai essayé de vous le dire en quelques mots. Donc merci pour ce superbe exposé. Est-ce que vous avez quelques questions, des remarques sur les transparents, des choses à demander ? C'est peut-être une question de béotien. Est-ce que ça serait possible de faire un modèle de Wright-Fisher sans avoir une taille de population fixée, mais sans aller non plus jusqu'à l'infini, avec une taille de population aléatoire à chaque génération? Alors en fait, ce qu'on regarde maintenant, nous, c'est plutôt des justifications de ces modèles de Wright-Fisher en intégrant en fait, des individus qui naissent et qui meurent, et donc des tailles de population qui sont non constantes, hein, et qui suivent donc plutôt des processus de branchement. En fait, tout le jeu là-dedans, c'est des questions d'échelle, de temps, de taille. Cette taille constante, on peut la voir comme une taille à l'équilibre. Et on regarde dans une échelle de temps ce qui se passe quand on a l'apparition d'un mutant. Donc oui, il est possible de faire plein de choses. Hein. Simplement, dans ces modèles-là, il faut à chaque fois qu'on fait une hypothèse, bien réfléchir à ce que ça veut dire biologiquement et dans quel type d'échelle de temps on est et ce qu'on veut voir. Donc en fonction des phénomènes qu'on veut observer, on peut intégrer dans le domaine différentes choses. Mais ce modèle-là a quand même engendré un développement mathématique vraiment important, une grande littérature en génétique des populations, avec effectivement systématiquement la taille de population constante et des paramètres de sélection S fixés. Maintenant, on sort de ces modèles-là en intégrant justement les fluctuations de taille, la compétition entre individus, etc. Je
Je voudrais revenir sur votre arbre de reconstitution de la génétique des cétacés. Qu'est-ce qui prouve d'abord que l'arbre est unique? Et ensuite, on voit des ruptures temporelles. Donc, est-ce que c'est le résultat de la reconstitution ou est-ce que c'est un biais que vous introduisez à travers finalement une observation de ce qui s'est passé dans l'histoire terrestre? Alors attention, c'est pas moi déjà, oui, mais en fait, votre remarque sur l'unicité de l'arbre est très intéressante parce que quand on lit ces travaux-là, on a toujours l'impression que c'est très stable. Et en fait, j'ai dit, ça correspond à l'observation de certaines données moléculaires. Et si vous changez ce que vous observez, vous n'aurez pas forcément le même arbre. Donc il faut toujours savoir à partir de quoi sont reconstruites ces généalogies. Alors maintenant, conséquence de plus en plus de... Enfin, on sait quasiment séquencer presque que tout maintenant. Donc on va avoir des données énormes. Est-ce qu'il faut des longues séquences pour très peu d'individus? Est-ce qu'on n'aura pas plus d'informations qu'avec des petites séquences sur beaucoup d'individus? Ça, c'est des questions qui se posent. Donc ça, il n'y a pas unicité de l'arbre. Et moi, ça m'a vraiment troublée quand j'ai réalisé ça. J'ai mis tout le reste du temps à le réaliser. Et par ailleurs, alors je sais que dans leur travail, ils ont quantifié ces ruptures aussi en utilisant des informations d'ADN fossile. Et comme ça, alors évidemment, c'est pas une année près, hein, en introduisant quelques données dans l'histoire pour reconstruire la généalogie. Parce que si on n'a aucune information, on ne peut pas effectivement quantifier le temps entre ces différents... diversification d'espèces. Information fossile, ils utilisent aussi des données environnementales, des gros accidents environnementaux. Il y a un moment dans ton exposé, tu t'es passé très vite et tu as dit que ça justifiait pas bien l'intérêt d'une reproduction sexuée ou quelque chose comme ça. Il y a des choses que je comprends pas bien parce que il semblerait donc que les mutations puissent venir de l'environnement extérieur et qu'il y ait une sélection naturelle comme ça, mais enfin normalement la reproduction sexuée, c'est pas ça qui produit le plus de variétés d'individus susceptibles justement d'être sélectionnés, ou c'est ce que j'ai appris à l'école n'est pas bien, ou c'est pas ça en fait, c'est plus compliqué que ça. Peux-tu préciser un peu ce point qui m'a un peu surpris Oui, c'est vraiment une grosse question. Hein. Les biologistes comprennent. En fait, on ne comprend pas tellement pourquoi il y a un maintien de la proposition. Bon, apparemment, au début du temps, tout le monde se reproduisait avec tout le monde. Et puis, peu à peu, donc il y a des espèces qui sont devenues progressivement asexuées, qui se reproduisent par parthénogenèse. Et en fait, quand ils le deviennent, ils le restent. Mais on ne comprend pas pourquoi il y a encore autant de reproduction sexuée à l'heure actuelle, sachant que ça coûte beaucoup plus cher, puisqu'il faut nourrir les mâles. Qu'on prend beaucoup de risques au moment de la reproduction parce que pendant qu'on est en train de se reproduire, il y a des gros prédateurs qui débarquent et qui peuvent vous manger. Donc en fait, ça prend de l'énergie. Enfin, il y a beaucoup de questions. Alors bien sûr, on dit oui, mais il y a la recombinaison génétique, donc ça crée de la diversité, certes, mais il y a aussi beaucoup de réparations qui se fait grâce à cette recombinaison et qui retire de la diversité. Alors que, donc, en fait, c'est compliqué. Il y a des reproductions sexuées chez les champignons qui sont des espèces haploïdes, hein, pas diploïdes comme celle dont j'ai parlé là, où il y a 1000 types sexuels, on ne sait pas pourquoi. Il y en a, c'est 13 000, il y en a, et c'est des nombres, c'est pas toujours 2, en plus, c'est pourquoi 2. Enfin, donc il y a plein de questions autour de ça. Oui, et c'est un peu un début des travaux de modélisation là-dessus pour essayer de comprendre. J'aurais une autre question, on va devenir encore plus philosophique. Donc là, vous parlez d'évolution de la vie, mais est-ce que des approches comme ça ont été utilisées aussi pour son apparition? C'est-à-dire finalement la probabilité que des acides aminés s'organisent entre eux, forment une cellule. Est-ce que ce genre de choses est étudié ou est-ce que c'est encore de la philosophie? Alors, je pense que si vous parliez à Pierre-Henri Gouillon, par exemple, qui est un de mes interlocuteurs du muséum, je pense que là, il pourrait dire beaucoup de choses. Moi, du point de vue mathématique, je ne sais pas. Je pourrais dire, c'est que les modèles que je vous ai présentés à la fin, l'idée du départ, c'est que tout le monde a le même type. C'est le début de la vie, mais on peut. Il y a sans doute. Là, je peux pas. Du point de vue mathématique, je ne veux pas m'avancer.